Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction 2023. Et avec mes deux invités, nous allons parler de ressources forestières. Pour en parler avec moi, Paul-Emmanuel Huette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de PEFC. PEFC, Alors PEFC, c'est un système de certification de gestion forestière durable. à côté de vous, Stéphane Viéban, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes le directeur général de l'Alliance Forêt-Bois. L'Alliance Forêt-Bois, C'est une coopérative forestière qui regroupe un peu plus de 40 000 propriétaires pour un peu plus d'1 million d'hectares de forêt. alors on va parler d'un vaste sujet, grand sujet, la ressource forestière en France. Quelle est-elle aujourd'hui? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez rentré dans la connaissance des gens. Donc la forêt a doublé depuis un peu plus d'un siècle. Elle faisait 8 millions d'hectares à la fin du 19e. Aujourd'hui, elle en fait 17 millions d'hectares. Donc une grande évolution de la forêt. À la fois une forêt voulue, avec des plantations, mais aussi une forêt un peu subie, avec des abandons de terres agricoles qui, au fur et à mesure, se sont transformés en forêt. Est-ce qu'on connaît la proportion de cette forêt voulue et de cette forêt subie, entre guillemets? Alors subie, en tout cas, ou laisser faire. Laisser C'est la faire, grande oui. majorité, c'est laisser faire. C'est laisser faire. C'est oui. laisser faire. C'est des parcelles qu'on Il y a à peu n'exploite plus. près 2 à 3 millions d'hectares de forêts de plantation. Donc là, on peut dire que c'est des forêts, mais sur les 8 millions supplémentaires, vous voyez, 2 à 3 plantés et tout le reste, donc la grande majorité, qui a été une forêt de recolonisation et donc essentiellement de feuillus d'ailleurs. D'accord. Essentiellement du feuillu et de recolonisation, parce qu'on a abandonné des terres agricoles, tout simplement. Voilà, donc la première grande déprise, ça a été après la Première Guerre mondiale. On n'imagine pas ce qui s'est passé, la saignée dans nos campagnes, puisque les paysans ont payé un tribut très, très fort à la Grande Guerre. Et donc ça a été une première décrue de la population, donc des terres qui ont été abandonnées. Et ensuite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là par contre, la population a été attirée par l'industrie. Et donc, là pareil, des terres en particulier dans les massifs de moyenne montagne, le massif central, les Vosges, les Pyrénées et une partie des Alpes. Et donc là, ça s'est fait par plantation et en particulier grâce au Fonds forestier national créé en 1950 et qui a perduré ce grand phénomène de plantation jusqu'aux années 90. Voilà, on a beaucoup planté à cette époque-là, et c'est d'ailleurs de la forêt qu'on exploite aujourd'hui. C'est celle qui aujourd'hui est la principale source de bois, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 60% du bois d'œuvre récolté en France qui vient de cette forêt de plantation et qui représente près de, entre 10 et 15% de la surface. Vous voyez un peu la contribution des forêts de plantation aux besoins en bois de la population. Voilà, ces forêts qui ont été plantées donc, sur une période de 20 ans, 50 ans. 1950 ans. Alors, vous dites qu'il y a des contradictions à vouloir gérer la forêt aujourd'hui. Oui, on a plusieurs contradictions. On a à la fois une demande en bois très forte de la population, des citoyens et donc de l'industrie pour se chauffer. On voit le développement des granulés, par exemple, pour tout ce qui est aussi emballage, les palettes, le carton, qui se développe beaucoup. Et puis évidemment pour la construction, ici on en parle, pour la construction en bois, où les gens veulent construire en bois, mettre du bois dans la construction, pas forcément construire en bois, l'aménagement, les parquets, etc. Et ça, c'est principalement, cette demande-là, elle est principalement en résineux. Et simplement, moi, ce que je vais essayer d'exposer, de faire partager, la forêt française, c'est, comme je le disais, 70% de feuillus et 72% de feuillus, et le reste, c'est du résineux. Par contre, la production de sciage, c'est l'inverse. La production de sciage, c'est 80% de résineux et 20% de feuillus. On utilise clairement, ça veut dire qu'on utilise beaucoup de résineux pour construire, entre autres, mais surtout pour construire, et assez peu de feuillus. Et oui, parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, toute la construction s'est faite là-dessus. Et non seulement donc, on a ces chiffres en France, mais en plus, en 2022, ce qui est un record, on a importé en plus 3 millions de mètres cubes de sciage résineux pour alimenter la filière industrielle. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser davantage de feuillus ou planter davantage de résineux? Les deux. Les deux, il va falloir effectivement essayer de transformer mieux ce feuillu, mais avec des contraintes techniques, on aura du mal à faire pour une maison à 200 000 € une charpente en chêne, c'est impossible. Donc on a besoin de résineux pour ce type de maison. Mais par contre aussi, pour rénover une grange, pour faire vraiment un habitat de qualité, on va pouvoir utiliser du chêne. Mais au bout du bout, on va avoir besoin de plus en plus de résineux en France.
Donc apprendre à se servir, enfin aller plus loin sur le résineux. C'est votre message un petit peu. Oui, Hein. le message aussi, c'est que cette forêt dont je parlais tout à l'heure, qui a été plutôt subie, c'est ce qu'on appelle des accrus. Cette forêt-là, elle ne produira quasiment jamais, ou alors dans des siècles vraiment très lointains, du bois d'œuvre. Donc c'est de dire, on prend ces forêts-là qui ne produiront pas de bois d'œuvre à moyen long terme, et on les transforme en plantations résineux, adaptées en plus au changement climatique, pour pouvoir produire le bois d'œuvre dont on aura besoin. Aujourd'hui, c'est difficile à faire passer comme message. Hein. Oui, c'est difficile, mais je tente la chose quand même, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est cette mission. Et quand je dis ça, ça ne représente pas des millions d'hectares. C'est déjà, hein, si on arrivait à planter quelques centaines de milliers d'hectares supplémentaires en résineux, ça permettrait de basculer. Je prends l'exemple du Douglas. Le Douglas, aujourd'hui, c'est 400 000 hectares de forêt. Et aujourd'hui, ça représente une proportion importante de sciage en France. Et c'est une solution très adaptée à la construction bois. Et on en parle beaucoup ici sur le salon. L'exemple du Douglas. Et de toute façon, aujourd'hui, on a la ressource aussi. Oui, on a la ressource du Douglas. Hein. Le Douglas, aujourd'hui, c'est vraiment une très belle réussite, à la fois technique d'un point de vue forestier, et aussi aujourd'hui en termes de transformation et d'utilisation du bois, grâce à des associations comme France Douglas qui met aussi en avant cette essence et qui permet à l'ensemble, à la fois aux consommateurs mais aussi aux utilisateurs, d'adapter leurs produits à cette nouvelle ressource. Alors, avant de parler d'un troisième point qui sera le réchauffement climatique et comment on adapte cette ressource au réchauffement climatique, je voudrais que vous nous disiez, vous, à PEFC, comment vous voyez ce qui vient de nous être dit et comment vous accompagnez le mouvement, on va dire. Oui, alors comme le disait Stéphane, c'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus un certain nombre d'injonctions un peu contradictoires, c'est-à-dire l'ensemble des Français de manière générale, si vous leur demandez, veulent utiliser du bois dans ces différents types d'usages et en même temps, il y a le souci de plus en plus fortement exprimé par voilà, la société de questionner d'où vient le bois, de ne pas pouvoir forcément avoir d'impact sur la forêt, notamment celle qui est face à sa maison, par exemple. Et donc, on a besoin, plus que jamais, de chercher à rapprocher en fait, les acteurs, faire en sorte que chacun écoute l'autre et que surtout, voilà, on puisse recréer ce trait d'union entre la demande de la société qui évolue fortement. On le voit très régulièrement. Il n'y a jamais eu autant d'articles sur la forêt, le changement climatique qu'aujourd'hui. Et parallèlement, voilà, la nécessité de produire du bois. Donc nous, en tant que système de certification de gestion forestière durable, on a cette ambition de pouvoir justement essayer de trouver le bon équilibre entre le souci de production de bois, bien évidemment, tel qu'on vient de l'évoquer, écouter aussi l'expression des enjeux sociétaux et environnementaux. Donc l'ambition de la certification de gestion forestière, et d'ailleurs on est en train actuellement de réviser notre standard de gestion forestière français, c'est justement de trouver le bon positionnement de curseur entre les dimensions sociétales, environnementales et économiques et faire en sorte, au travers de tous les échanges qu'on peut avoir, d'avoir tous les acteurs autour de la table. C'est un de nos objectifs, hein, une plateforme de co-construction, faire en sorte que ces acteurs se parlent, discutent et puis qu'on puisse trouver voilà, le bon consensus sur la manière de positionner les exigences de gestion forestière durable. Avant de vous donner la parole, ou alors allez-y, réagissez à ce qu'on a dit. Non, juste par rapport à ce qu'on a vécu ensemble, hein, on a vécu ensemble tout ce long processus là, de co-construction. Il y a eu des débats entre nous, la vision de production forestière hein, par rapport à l'ensemble, à la fois fournir un juste revenu aux producteurs, mais également fournir le bois dont on a besoin, plutôt que de le chercher à l'autre bout du monde aussi. Hein. Et donc on a eu ce débat-là, et donc on a eu un forum, etc. Et on est arrivé à ce consensus, à ce compromis qui permet de faire tout ce dont les missions d'intérêt général de la forêt. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donnez-nous un exemple très concret de ce travail qui a été réalisé sur l'acceptation de la coupe, par exemple, ou sur si vous en avez en tête. Alors là, on est en train de finaliser notre processus, donc je pourrais vous en dire plus effectivement dans quelques temps. Mais pour illustrer notre propos, aujourd'hui, comme l'évoquait Stéphane, on a réuni autour de la table pendant un peu plus d'un an sur différents groupes de travail, réunions, une centaine d'acteurs représentant aussi bien les propriétaires gestionnaires forestiers,
les entreprises, tous les secteurs confondus, énergie, construction, pâtes, papier, pour ne citer que, et puis les acteurs qu'on appelle les usagers de la forêt, associations environnementales, associations de consommateurs, et les différentes autres associations qui peuvent exister. On les a réunis, on les a fait travailler en groupe de travail, de manière à ce qu'effectivement chacun exprime sa vision de la forêt, et nous d'essayer de trouver le bon équilibre justement sur faire en sorte d'avoir une approche multifonctionnelle de la forêt et faire en sorte que notre référentiel de gestion forestière reflète justement cet équilibre à trouver entre les trois dimensions de la forêt. Oui, oui, un mot-clé dans tout ce processus et dans l'histoire forestière française, c'est la multifonctionnalité. Ça, c'est un choix fort politique en disant, eh bien, on va essayer, et ça c'est le métier du forestier, de répondre aux trois enjeux, la production, la protection et la récréation, en même temps dans un même massif forestier. D'autres pays ont fait des choix différents, en disant, ben là, moi, ce massif forestier, il est vraiment lié à la production. Ce massif lié, il est à la protection. À la limite, j'en fais une réserve, quoi. Mais c'est pas ça, le choix français. Le choix français, c'est celui-là. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment très fier d'être forestier, parce qu'on est arrivé à mettre en place cette multifonctionnalité. Et c'est pour ça qu'il y a de la biodiversité en forêt aujourd'hui. C'est parce qu'on a su la conserver, on a su travailler avec ça, on a su aussi, dans le cadre de différents modes de gestion, et en particulier la futaie régulière qui nous permet d'avoir des mêmes âges, etc., avec des coupes de régénération qui font débat aussi, mais qui sont vraiment l'essence même de la sylviculture à la française. Et je pense qu'on a réussi ce modèle-là. Il faut aussi maintenant transformer cette forêt pour qu'elle réponde bien, mais voilà, c'est ça l'enjeu. Parce que aujourd'hui, l'enjeu, c'est sur la transformation au réchauffement climatique. Vous vouliez réagir, et puis après, on en vient au réchauffement climatique. Oui, non, réagir de deux manières. La première, c'est pour dire que la certification comme outil de gestion forestière durable doit permettre justement de faire en sorte que les acteurs s'entendent, s'écoutent. Ça, c'est à même de rassurer les ONG. À même de rassurer effectivement les différentes attentes qu'on peut avoir au niveau de la société notamment. Et c'est un outil, c'est un peu le message que je voulais aussi faire passer, qui doit être utilisé par tous les acteurs, notamment entreprises, prescripteurs, puisqu'on est au Forum Bois Construction aujourd'hui, maîtres d'ouvrage, architectes, justement, pour dire, OK, on a un besoin croissant de la part, d'apporter des garanties, d'expliquer qu'est-ce que la foresterie, qu'est-ce que la sylviculture, d'où vient le bois, comment il est produit. Et donc, on peut utiliser des outils comme la certification PEFC, justement, pour apporter ce type de garantie. Et dans un forum comme celui-ci qui réunit tous les acteurs de la construction est un bon exemple. La construction, aujourd'hui, est un secteur qui est en plein développement. Et on voit des acteurs qui historiquement n'étaient pas dans le bois, des acteurs majeurs de la construction, oui, comme le béton, voilà, qui, en venant au bois, forcément ouvrent aussi un certain nombre de questions de la part de leurs propres clients qui disent d'où vient le bois, comment il est produit. Et donc la certification peut permettre justement de répondre à ces différentes attentes. Et aujourd'hui, PEFC en France, je ne l'ai pas dit, c'est à peu près un tiers de la forêt de métropole qui est certifiée PEFC, plus environ 2 millions d'hectares en Guyane française. Et c'est à peu près 3000 entreprises qui sont certifiées, notamment dans le secteur de la construction, mais pas que. Et ces acteurs-là, effectivement, en se prévalant de leur engagement d'être certifiés PEFC, ils peuvent apporter ces garanties-là et permettre justement de développer l'usage du bois dans tous les secteurs en apportant des garanties de certification. Alors, on va terminer sur ce qui nous préoccupe tous, qui est le dérèglement climatique, et donc l'adaptation de la forêt à ce dérèglement climatique, parce que clairement, la forêt qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas celle que nos petits-enfants connaîtront. Ah, ça, c'est sûr, c'est certain. Donc, comment on adapte, comment on fait? Alors, d'abord, le changement climatique, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, moi, je viens d'une région qui a été très impactée par les incendies, mais moi j'ai vécu un été 2022 quand il fait 42 degrés, que c'est sec, qu'il y a du vent. Enfin, tout était là pour que les incendies puissent se développer. Et je suis très inquiet pour 2023. Voilà. Après, ça nous oblige de faire. C'est pas une option. Il faut absolument que l'homme aide la forêt à s'adapter au changement climatique. Donc c'est ce qu'on appelle la migration assistée. Donc aujourd'hui, on a déjà des arbres qui sont en souffrance, voire qui dépérissent. Et on a des essences qui sont extrêmement importantes en France, comme le chêne pédonculé, comme le sapin, l'épicéa, qui sont vraiment aujourd'hui des essences naturelles,
qui souffrent et qui meurent même pour certaines d'entre elles, alors soit directement par la sécheresse, mais aussi aidées par des scolites, aidées par des champignons, etc., qui se développent. Donc là, il va falloir que nous, on agisse. Une expression que j'utilise souvent, c'est que l'homme a besoin de la forêt. Mais historiquement. Hein. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que la forêt a besoin de l'homme. C'est qu'il faut que nous, il faut qu'on aide la forêt à passer le cap. C'est ça. Et on ne sait pas... C'est-à-dire qu'en fait, on a des essences du Sud françaises, hein, ou voire d'ailleurs, qu'on va utiliser de plus en plus au nord. Une essence vraiment qui aujourd'hui est en plein boom en train de développement, c'est le cèdre. Le cèdre de l'Atlas, hein, qui était une essence de reboisement, qui était la 10e ou 20e essence de reboisement. Cette année, enfin la saison précédente, c'est devenu la 4e ou 5e essence de reboisement. Plus 175% de plantation de cèdre. Parce que c'est aujourd'hui une essence qui va être adaptée. On plante du cèdre aujourd'hui dans le nord de la France, on ne le faisait pas. C'était réservé vraiment dans le sud. Le chêne aussi dans les chênes. Aujourd'hui, on a un chêne pubescent. C'est partie des 3 grands chênes français. Le chêne pubescent qui était plutôt sudiste, on va aussi l'amener un peu plus au nord. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Oui, donc rebondir aussi sur le changement climatique qui bouleverse effectivement tout sur son passage. Nous aussi, en tant que système de certification, ça nous pose des vrais enjeux. C'est comment est-ce que la certification peut justement prendre en considération ce changement climatique qui en fait fait en sorte qu'on n'a plus du tout de certitude, on a beaucoup d'incertitudes, et comment est-ce qu'un outil comme la certification justement peut intégrer ces aspects-là. Et d'ailleurs, dans le processus de révision dont je vous parlais, de nos règles de gestion forestière durable, on s'est aussi entouré de scientifiques, puisque la présidente de notre forum de révision est une scientifique elle-même, justement pour se poser toutes ces questions-là et essayer de faire progresser la forêt dans toutes ses dimensions, considérant au mieux effectivement ces enjeux de changement climatique qui sont majeurs et qui vont continuer à nous accompagner encore malheureusement un certain nombre d'années. Je pense, oui. Écoutez, messieurs, merci d'être venus nous parler de ressources forestières. C'est donc un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer et France Bois Forêt, et bien sûr sur le site du Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci.